Nouvel épisode sur Photoshop et la 3D. Donc ici, j'avais promis de parler de comment on peut récupérer des éléments 3D dans Photoshop pour faire des placements par exemple. Donc si je viens par exemple dans mon menu 3D, vous avez obtenir du contenu supplémentaire. Ça vous ouvre votre navigateur par défaut. Et ici, vous avez différentes choses. Vous avez la possibilité de récupérer des contenus supplémentaires pour l'impression 3D, comme par exemple des profils d'imprimante 3D. Et puis vous avez aussi la possibilité de télécharger des contenus 3D supplémentaires. Donc dans ces contenus, on va avoir plusieurs choses. On va avoir des contenus, des vrais objets 3D, on va avoir des matières, des actions, des scripts, ce qu'on appelle des sets d'éclairage, c'est voilà, un environnement d'éclairage pour pouvoir faire vos tests rapidement, et des images baselight, c'est des images haute définition en 32 bits, profondeur de couleur, qui vont permettre de servir d'éclairage et d'englober en fait en termes d'éclairage vos objets. Donc ça, vous pouvez avoir ça. Si on s'attarde un petit peu sur les éléments, vous avez différents portails qui existent pour récupérer de la 3D. Alors pour les modèles, plutôt ces quatre ici, bien que vous avez aussi MakerBot, MakerThing. Mixamo plutôt pour des éléments animés, on en parlera plus tard, Sketchfab plutôt pour la diffusion de vos éléments. Donc ici, moi généralement j'utilise TurboSquid et puis Archive 3D. Ici. Donc si vous allez sur l'un ou sur l'autre, vous pourrez trouver des éléments. Donc nous, on va se concentrer sur cet élément-là que j'ai sélectionné. Et puis on va se concentrer aussi sur le fait de pouvoir, ici c'est des éléments gratuits que vous pouvez télécharger majoritairement, et ici vous en avez quelques-uns gratuits mais majoritairement c'est payant. Vous avez différents prix, hein, vous voyez qu'au lieu de vous embêter à redesigner un MacBook Pro dernière génération, bah, vous en avez vraiment à pas très cher, vous avez différentes qualités, mais bon, c'est parfois beaucoup plus simple de simplement venir acheter le modèle qui vous correspond. Donc voilà, donc ça c'était juste pour le petit rappel, et on va voir en fait que lorsque vous arrivez sur des portails, parfois vous allez vous retrouver avec des modèles qui ne sont pas forcément de bonne qualité, ça dépend des éléments. Si je viens par exemple ici, juste pour vous montrer, on va pouvoir regarder des éléments, donc imaginons par exemple cette chaise, la première qui vient, déjà il va falloir faire attention, est-ce que ce modèle est théoriquement importable dans Photoshop. Donc ici, on voit que du GSM, ça on ne pourra pas l'importer, par exemple, par contre du 3DS, en théorie, oui. Juste pour le rappel, ce que l'on peut importer dans Photoshop, si je crée d'abord un nouveau document juste pour voir, je vais faire fichier nouveau calque à partir d'un fichier. Voici ici, donc les formats de fichiers que l'on va pouvoir importer sont ici. Voilà, donc on a du 3DS, on a du DAE, du H3D, on a des formats récents par rapport aux premières versions de ce tuto, on a de l'U3D, ça ce qui est excellent, on verra plus tard, on a de l'EGS, on a différents formats qui sont plutôt des formats impression 3D ou passerelle. Donc vous voyez, donc, il est assez rare qu'un logiciel 3D ne puisse pas exporter dans au moins un, deux ou trois de ces formats. Donc sur le net, il faudra effectivement essayer d'avoir un de ces formats à disposition. Donc si je reviens ici, donc voilà, donc là déjà la première chose à savoir, c'est est-ce que le modèle théoriquement peut être importé. Maintenant n'oublions pas que ce modèle a peut-être été fait dans 3ds Studio Max ou dans un autre logiciel, mais si le logiciel exporte dans un format 3ds, KMZ, DAE, c'est une conversion. Alors quelle spécification du format de fichier a été utilisée pour l'export? Est-ce que ça a été exporté correctement? Est-ce que ça a été préparé correctement pour l'export? Donc il peut y avoir des surprises, et c'est de ça dont on va parler ici, c'est de comment essayer de récupérer un modèle correct sans trop s'embêter. Donc si je viens ici, j'ai déjà pris les éléments, donc là ce que l'on va vouloir c'est récupérer cet élément que vous venez de voir. La seule chose à faire, donc je prends ici mon fichier qui est un 3DS ici, et je viens le glisser sur mon icône de Photoshop, là qui est hors de l'écran. Automatiquement, on me demande à quelle taille va être le document qui va héberger cette 3D, donc ça c'est juste à quelle qualité je veux le document final, et quelle est la longueur, la taille du modèle, en pixels, en centimètres ou autre. Donc là ici, moi c'est une épée, on va dire qu'effectivement, si on prend des centimètres, alors je sais pas, on va dire, alors une épée de, allez, on va prendre, c'est une longue épée, on va faire 70, donc, allez, hop là,
70 cm, ça me semblera très bien, on va faire OK. Automatiquement, il est en train de convertir mon élément. Donc déjà, la bonne pratique, comme d'habitude, c'est toujours de renommer vos calques. Ici, de même renommer ici mes éléments. Voilà. Et puis, ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais me créer un calque de remplissage couleur uni, que je vais appeler judicieusement fond, qui va me servir de fond, et on va choisir une couleur un peu sombre pour pouvoir juste avoir un fond derrière. La couleur, tout simplement comme ça, si je veux regarder ce que ça donne sur une autre couleur, je peux le faire assez aisément comme ceci. Si je reviens sur mon calque 3D, je ne reviens pas sur les manipulations de base, on voit que ici, j'ai bel et bien une épée, l'épée que je voulais. Là où ça peut se compliquer, c'est que lorsque je vais venir, par exemple, travailler sur cette épée, là pour l'instant on voit que les éléments sont restés en place, parfois on va voir les éléments qui vont partir dans tous les sens, ils vont être dispersés dans votre univers 3D, il va falloir essayer de les rassembler, donc dans ce cas-là je considérais plutôt essayer d'en trouver un autre. Et ici, si on regarde un petit peu dans la structure, on a des sous-objets, mais vous pouvez vous apercevoir que c'est un petit peu incohérent, c'est-à-dire que ici, l'élément qui était en plusieurs ailettes, n'est plus du tout ici comme on l'aurait aimé. Si je regarde et que je fais ceci, c'est que ça a été, au moment de l'export, ça a été un petit peu coupé de manière un peu bizarre, hein, comme on peut le voir ici. Donc comme cet élément a été complètement coupé, ce que l'on va faire, c'est qu'on va utiliser une fonction qui normalement est utilisée plutôt pour l'impression 3D, et on va faire une unification de la scène pour l'impression. Ça va nous faire quoi? Ça va prendre ces trois sous-objets, ces trois objets, et venir ici les fusionner en un seul et unique objet que voici. Donc ça, c'est déjà pas mal, mais si on regarde ici, on va s'apercevoir qu'il y avait un autre problème. Si je viens peindre ici, regardez ce qui se passe. Ça me donne quelque chose d'assez particulier, une sorte de répétition ici, que l'on avait. Alors ça vient d'où ça? Ça vient d'un mauvais placement UV. Si j'annule d'ailleurs mes éléments aussi, on s'aperçoit qu'à l'export, parfois, certains modèles, si les matières ont mal été nommées, ou si elles sont exportées, en fait, il a dupliqué le mot matière, donc, et ça devient une seule matière qui est commune. C'est-à-dire que si je change, par exemple, ici, c'est la matière qui est dans l'objet sub 3, et il la change partout, tout simplement, parce que cette matière, elle est à cet objet, et liée à cet objet. Donc on a déjà une confusion de matière, on verra sur un autre modèle tout à l'heure comment résoudre cette confusion, mais là, comme on a un problème d'abord de structure, eh bien, on va plutôt utiliser l'unification, comme on a vu tout à l'heure, déjà pour faire en sorte que mon filet, lui-même, soit de manière unique, ici, soit un seul et même objet. Donc je vais rappeler ça, eh bien, sword, vu que c'était le mot ici, donc j'aurais pu l'appeler épée aussi, bien entendu. Toujours l'habitude dans mes tutos de mettre en anglais, parce qu'il n'y a pas d'accent dans les noms de fichiers, ça évite les problèmes, même si on en a beaucoup moins maintenant, dans les formats de fichiers, quand on exporte, etc. Mais j'ai toujours bonne pratique, j'évite en fait les accents. Donc ici, voilà, donc j'ai mon élément, j'ai toujours ce problème qu'on voyait ici, voilà, qui fait que la texture se répète ici. D'ailleurs, au passage, si je fais un double clic ici pour montrer, voilà ce qui se passe, donc je vais désactiver ici, c'est tout simplement parce que c'est cet élément qui se répète à l'infini sur mon objet. Donc là, je vais, et vous voyez qu'il y a un recouvrement des différents objets, des différents déploiements UV, l'UV étant la façon d'appliquer les éléments sur les objets. Ici. Donc je vais annuler ici ma peinture, qui n'avait pas grand intérêt, et on va prendre une autre fonction, ici, qui va me permettre de générer des UV, c'est-à-dire qu'on va régénérer justement ce placement. Il va me demander est-ce que je veux fusionner les différentes matières qui existaient, est-ce que je veux conserver l'aspect si j'avais commencé à peindre et que ça fonctionnait, là j'ai pas besoin. Fusionner les matières, oui, je n'en veux qu'une, et si je veux appliquer plein de détails, eh bien on va choisir des formats de texture, par exemple ici le format maximal. On peut aller plus loin dans Photoshop, mais sachez que généralement c'est le format maximum que l'on va utiliser. Et à partir de là, Photoshop va régénérer un déploiement de texture en fonction en fait, de ce nouvel objet, et donc il va tout recalculer. Donc là, ça peut prendre un petit peu de temps, pas tant que ça visiblement, je n'ai même pas eu le temps de venir retravailler, à nouveau, faire une coupure. Donc si je regarde ici maintenant et que j'ouvre ma texture, je me retrouve avec quelque chose
alors qui est un petit peu bizarre pour ceux qui connaissent, mais qui malgré tout reste quelque chose qui est assez pratique. Donc si je viens, et je vais mettre exprès ceci, les fenêtres l'une à côté de l'autre, et que je viens ici, voilà. Si je prends maintenant mon pinceau, vous voyez ici que quand je suis sur cette zone de gauche en train de peindre, il m'indique à quel endroit va se trouver mon déploiement UV. Si je reviens ici sur cette torsade, je le vois aussi. A l'inverse, si je suis sur les éléments, et que je viens travailler ici sur le déploiement UV, vous voyez qu'il me montre sur l'objet les endroits sur lesquels il va falloir que je vienne intervenir. Donc si je reviens ici, voilà, on va venir faire ceci. Je vais venir utiliser, bien par exemple ici c'est ma lame, donc on va venir prendre cet élément-là avec un petit peu plus de matière ici, et je vais venir donc sur un cal, par exemple, faire ma lame. Donc ma lame, je vais prendre quelque chose, une couleur pour l'instant un petit peu bleu-gris comme ceci, pour faire la couleur de ma lame, et je viens simplement remplir ici ces éléments, et je vais appeler ça lame pour gagner du temps. Hop là. Je vais faire un nouveau calque, par exemple, pour le manche. Voilà. Et puis on va pouvoir travailler. Donc si j'enregistre déjà, je vois apparaître cette couleur ici, hein, comme on vient de le voir. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est repérer assez rapidement où se trouvent où se trouvent les éléments ici, et on s'aperçoit que cette torsade se trouve dans cette zone ici. Donc, libre à moi ici, par rapport aux manches, à venir dans cette zone, on reconnaît effectivement la forme, et puis de venir travailler, voilà, avec des zones, on n'a pas besoin d'être très précis, on déborde un petit peu dans les zones où on ne voit pas ce fameuse incrustation UV, et puis je vais pouvoir travailler comme ceci, assez facilement, pour pouvoir changer mes éléments. Donc je m'en moque de la couleur ici, tout simplement parce que maintenant que je suis sur un cal, j'ai fait un commande U, je vais demander de recoloriser par exemple, je vais aller chercher une meilleure saturation, je vais aller dans les verts, voilà, donc j'aurais pu aussi choisir ma couleur et venir ensuite la rechercher. Mais là, voilà ce que je voulais faire. Donc j'ai bien un vert un peu sombre, voilà, on va rechercher, voilà, cette couleur verte ici, et du moment où j'enregistre, je vais pouvoir voir ici ce que ça donne. Maintenant, toutes les autres pièces, donc j'ai ma lame, j'ai cet élément, toutes les autres pièces ici, j'aimerais que ça soit plutôt doré, donc il ne me reste plus qu'à venir ici, créer un calque en dessous, que je vais appeler, voilà, or, voilà, et puis je vais pouvoir tout simplement venir ici, donc choisir une couleur or, un petit peu proche, voilà, un petit jaune, légèrement vert ici, voilà, par exemple. On va dire ça, de toute façon on pourra changer après, hein, c'est pas très grave, et quand j'enregistre, vous voyez effectivement que les éléments ici vont être de bien meilleurs. Voilà, on va se prendre cette couleur-là, voilà, ici, voilà. Donc à partir de maintenant, j'ai mes positionnements qui sont faits, j'ai bien mes éléments, j'ai toujours tendance, en cas où je veuille peindre par-dessus, à créer un nouveau calque que je vais appeler temp, qui va se retrouver au-dessus et qui est sélectionné, ce qui fait que quand j'enregistre, c'est bien lui sur lequel je vais peindre. Si je peins directement sur l'objet, il va peindre sur cet élément qui pour l'instant est vide. Voilà, à partir de maintenant, j'ai bel et bien mon épée qui a été remise ici, je vais pouvoir, avec voilà, mes outils, me déplacer, reprendre mes éléments ici, voilà. Et donc j'ai bel et bien mon épée. Ce que j'aimerais maintenant, c'est apporter un petit peu de réflectivité, on a déjà vu ça, donc je vais le faire très rapidement. Donc ici par exemple, je voudrais apporter de la réflectivité, mais pas sur le manche, j'aimerais l'apporter que sur la lame et sur le côté or ici. Donc comment faire? Eh bien je vais rouvrir cette même texture que l'on avait ici, je vais faire un enregistrer sous, et que je vais appeler voilà, réflectivité. Je mets ça sur mon bureau. Voilà, je vais maintenant dire que cet élément-là va être en noir, il n'aura aucune réflectivité, donc j'appuie sur D, et puis commande, CTRL sur Windows majuscule pour verrouiller les pixels transparents, et je remplis avec la couleur qui m'intéresse, ou Alt, ici, si je voulais du noir. Hein, c'est comme si je verrouillais les pixels transparents pendant le remplissage grâce à la touche majuscule. Maintenant, si je veux, ici, je vais faire la même chose avec du blanc, et ici j'enregistre. Donc j'ai déjà le placement qui m'intéresse. Je vais maintenant demander ici, dans ma matière, de faire une réflectivité de cette manière. Je vais charger une texture,
Et puis la texture que je vais charger, c'est bien la texture Reflectivity. Voilà, à partir de maintenant, vous voyez que ça se reflète bien. Si je tourne autour, on va mieux voir ce qui se passe. Pour l'instant, ce qui se reflète, eh bien, c'est l'environnement qui me sert de lumière. Donc dans l'environnement, j'ai un IBL, une image baselight. Mais si je veux vraiment plutôt avoir un décor qui se reflète autour, eh bien, je peux très bien revenir ici. Je peux très bien revenir sélectionner en fait une image. Donc je vais aller chercher ici un environnement, une image d'environnement. Alors si je reviens par exemple dans mes éléments 3D, je vais aller chercher par exemple ici dans... alors excusez-moi, juste le temps de trouver dans mes textures, tout simplement ici. Je vais aller chercher cette texture. Et voilà. Alors là, on voit que c'est très fort, tout simplement parce que ma réflectivité est très forte. Je rappelle que le curseur sont désactivés du moment où j'ai l'image, donc pour pouvoir revenir, baisser un petit peu cette réflectivité qui maintenant effectivement est trop forte, je viens simplement réouvrir cette texture, et puis je vais mettre par-dessus ici, toujours regarder mon calque ici, je vais mettre un petit calque de réglage niveau, il est hors de l'écran mais ce n'est pas très grave, et je vais baisser les niveaux de sortie au niveau des blancs de manière à atténuer cette réflectivité. Je me remets avant d'enregistrer, et bien sûr ce calque, j'enregistre, je ferme, et là on voit que maintenant on a quelque chose qui est beaucoup plus bien cohérent par rapport à ce que l'on cherchait. Donc voilà, maintenant il suffirait par exemple de faire un rendu, de le positionner dans ce que l'on veut pour que ça fonctionne. Donc voilà pour ce premier exemple de mauvais comportement où là simplement la géométrie est éclatée et les textures sont complètement à revoir, donc on a tout fusionné et régénéré un UV complètement. On va voir dans l'épisode qui suit comment s'occuper par exemple d'un MacBook Pro, celui-ci, voilà, que l'on a téléchargé sur une plateforme en haute qualité, et comment faire en sorte de réassocier des textures si celles-ci ont été perdues, comme on l'a vu d'ailleurs sur l'épée, il y avait plusieurs fois la matière qui se répétait. A tout de suite.